Sur tous les théâtres d'opération où on va, les gens parlent anglais ou français. Un film particulièrement célèbre, comme Stalingrad. J'ai jamais rencontré des gens contre qui je me suis battu, clairement pas. Isolé au combat, on est mort. Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Aujourd'hui, on part sur le terrain à la rencontre de militaires qui vont répondre à vos questions. Ce que vous allez voir, c'est le premier épisode d'un nouveau format sur ma chaîne qui sera suivi par plein d'autres sujets. Et pour mieux resituer le contexte de cet épisode, on passe au briefing. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, les forces armées sont un outil au service du politique, regroupé en France sous l'autorité du ministère de la Défense, qui a changé de nom récemment suite aux élections présidentielles et qui s'appelle aujourd'hui le ministère des Armées. Son objectif est d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts français. On retrouve principalement trois grandes forces, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale, mais il existe différents services et des organismes interarmés, comme l'état-major des armées, la direction générale de l'armement ou encore la DGSE, qui s'intéresse au renseignement et à la sécurité extérieure. L'armée de terre comptait en 2015 108 450 militaires, l'air en avait 42 600 et la marine 36 330. Sur ce total, 30 000 d'entre eux sont aujourd'hui engagés dans des opérations en France et à l'étranger. Juste pour info, 30 000 personnes, c'est à peu près la moitié du Stade de France. 13 000 d'entre eux sont présents en France, notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle. Environ 7 000 militaires sont déployés dans les DOM-TOM et 4 000 dans des pays partenaires. Environ 550 hommes et femmes sont en mission sur les mers, principalement pour lutter contre la piraterie ou contre le trafic de migrants en Méditerranée. Et enfin, le reste des militaires est actuellement déployé en opérations extérieures, dont les deux plus importantes se trouvent en Irak et en Syrie, et au Sahel. Face à l'expansion de Daesh en 2014, l'État irakien a fait appel à la communauté internationale. Une coalition de 60 pays a alors lancé une opération pour arrêter la progression de Daesh et rétablir à terme la sécurité dans la région. La France fait partie de cette coalition et a lancé l'opération Chamal qui a deux objectifs. Le premier est de former l'armée irakienne sur le matériel et certaines techniques comme le combat urbain ou le déminage. Et le deuxième est un pilier aérien qui permet de frapper les capacités militaires de l'État islamique. Au total, 1200 militaires sont actuellement déployés ainsi que des chasseurs et de l'artillerie. Du côté du Sahel, la France a lancé en 2014 l'opération Barkhane, qui elle aussi a deux objectifs. Appuyer les forces armées des pays partenaires du G5 Sahel dans la lutte contre les groupes armés terroristes et empêcher la reconstitution de sanctuaires dans la région. Et pour cela, beaucoup de moyens ont été mis en place. En mai 2017, on comptait 4000 militaires déployés, 17 hélicoptères, 8 avions de chasse, 5 drones de surveillance, 10 avions de transport, 300 véhicules blindés et 300 véhicules de logistique. Voici pour le topo. Il ne s'agit que d'un briefing, donc pour ceux d'entre vous qui voudraient plus d'informations sur ces sujets-là, il y a des documents qui sont téléchargeables sur le site du ministère des Armées. C'est avec l'armée de terre que je réalise ce partenariat aujourd'hui, pour lequel il est important de rappeler que je n'ai pas été rémunéré. Ils m'ont sélectionné des profils de militaires très différents à travers la France, que je pars rencontrer à présent avec vos questions sous le bras. Vous en avez posé beaucoup et ça fait vraiment plaisir à voir. J'ai essayé d'en retenir un maximum en prenant les plus constructives et les plus originales, même si certaines de vos questions ne pourront malheureusement pas être répondues pour cause de secret défense. Bon allez, je pars pour plusieurs jours de tournage, du coup je finis de m'équiper et on se retrouve sur le terrain. Allez, à tout de suite. Bon mes petits aventuriers, c'est ici qu'on commence le reportage. On se trouve aux Invalides.
C'est un bâtiment qui a été construit sous les ordres de Louis XIV pour recevoir les personnes de l'armée qui sont devenues invalides à cause du combat. Et on trouve aussi le musée des armées ou encore le tombeau de Napoléon. Allez, c'est parti, on y go! Alors, la question de la représentation de la réalité militaire dans les films de guerre est toujours une question difficile. D'une part, les films de guerre sont l'occasion de présenter des passions exacerbées, des moments extrêmement intenses avec des sentiments très très forts. D'autre part, on est toujours un peu à la marge de la normalité militaire, parce que si on était dans la normalité, ça n'intéresserait pas beaucoup. Alors oui, ça représente ponctuellement tel ou tel moment, et ça peut être représentatif d'une situation particulière, mais c'est très rarement le cas pour l'ensemble des militaires et pour l'ensemble d'une opération. Un film particulièrement célèbre, comme Stalingrad, par exemple. On a une vision très intimiste de la bataille de Stalingrad, avec un petit groupe d'hommes dans des pièces semi-obscures. On n'a pas l'impression de l'immensité de cette bataille, du drame énorme que représente cette bataille pour des centaines de milliers d'hommes. Et pourtant, c'est un grand film sur Stalingrad. Le même jour, au mois de mai 1916, dans les témoignages des combattants de la Première Guerre mondiale, vous allez trouver un combattant à Verdun, fin mai, qui est sous les bombardements allemands, des bombardements qui sont encore plus terribles qu'au mois de février. Et exactement au même moment, dans les Vosges, à côté de Gérardmer, un combattant qui va être en caleçon, en tricot de peau, et qui va pêcher à la grenade dans le lac d'à côté pour avoir du poisson à midi, dans une ambiance absolument sereine. C'est exactement la même guerre. On est à 150 km, ils sont à 150 km l'un de l'autre, mais il n'y a aucune comparaison dans la situation des deux. En fait, la réalité d'une opération militaire, c'est presque un tableau pointilliste. C'est la juxtaposition, la succession de moments particuliers qui, pour un même individu, changent dans le temps et selon les lieux. Alors, le film de guerre, représentation de la guerre, ponctuellement, oui, mais il ne faut surtout pas généraliser. Ce qui est toujours dangereux, alors c'est aussi le côté agréable du cinéma, mais dans la représentation de la réalité, c'est l'abus d'effets spéciaux. C'est visuellement extrêmement intéressant, par contre, nécessairement, ça travestit la réalité. On va rajouter 2 explosions de plus, parce que ça a un meilleur effet à l'écran. Maintenant, est-ce que ça correspond à la réalité? On en est souvent bien loin. Et puis, il ne faut pas oublier que la réalité du combat ou la réalité des opérations militaires pour la quasi-totalité des soldats, c'est souvent l'attente. On n'est pas en permanence dans des opérations actives ou de haute intensité. On attend, on se prépare, on s'équipe, on se déplace, et puis arrive peut-être à un moment l'opération de feu, l'opération de vive force. Mais elle est au terme d'un long processus qu'on voit assez peu dans le film. Fini les Invalides, je me dirige à présent vers l'école militaire qui regroupe différents organismes de l'enseignement militaire supérieur tels que l'école de guerre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le quartier est plutôt sympa. Vu de maintenant, c'est pas si facile à dire finalement. Je pense que c'était l'appel d'un certain dépassement de soi. Mais ce que je me souviens très bien, c'est un flash en fait. Je crois que j'étais en première. Et j'ai vu dans une revue la photo d'un soldat français en tenue de combat. Et bam, c'était ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Voilà. J'ai jamais rencontré des gens contre qui je me suis battu, clairement pas. D'une part parce que, étant en hélicoptère, j'ai pas de contact direct avec les gens au sol, si ce n'est avec nos propres troupes une fois que je me pose. Et puis on n'a pas l'habitude de jouer aux cartes avec les combattants ennemis juste après les combats, donc non, jamais. Très clairement, moi c'était une de mes 2 craintes principales. Blesser des civils et blesser un soldat français. Parce que ça peut aller tellement vite, étant donné que les combats sont vraiment dans des villages, dans des zones habitées en permanence. Donc ça, c'était vraiment une crainte. Ouais. On se sent toujours mal quand on a tué quelqu'un. Il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, ce malaise, il peut être plus ou moins grand. Et ça dépend à mon sens, ça dépend de 2 choses. En tout cas, pour moi, ça dépendait de 2 facteurs.
D'une part, ce que j'avais vu du tir à tuer que j'avais pu faire. Dès lors que je voyais le résultat, que je voyais le corps s'effondrer, le malaise était plus grand parce qu'on se projette en fait, on s'identifie à la personne qu'on a vu tomber, qu'on a vu mourir. Donc ça augmente un peu le malaise. Quand on ne les voit pas, ils sont sous les arbres, ils sont derrière des rochers. Bon, ça reste quelque chose d'abstrait. On a l'information, mais ça reste abstrait parce qu'on n'a pas mis des images sur la notion de mort. Ensuite, dès lors que je tuais pour protéger quelqu'un, pour sauver la vie de soldats français, de civils qui étaient directement en danger, ça m'aidait à mieux le vivre. Parce que voilà, on peut se dire simplement qu'on a sauvé des vies et que c'était strictement nécessaire de tuer. En revanche, dès lors qu'on est amené dans une action purement offensive, à tuer des soldats ennemis qui sont pas forcément au contact à ce moment-là de troupes au sol ou qui ne représentent pas un réel danger immédiat pour nous, ou en tout cas on ne le ressent pas comme tel, là aussi ça augmente le malaise parce que c'est une action offensive pure et que en plus avec une machine de guerre comme le Tigre, on arrive et on écrase une fourmi avec le pouce, quoi. Mais dans ces deux cas ça devient très dur à vivre. Quoi qu'il arrive, c'est jamais quelque chose de plaisant. Clairement oui, il faut s'attacher à son conjoint militaire. Je crois que l'amour des siens, c'est tout simplement ce qui nous fait tenir en opération. Moi j'ai toujours été soutenu à 300% par ma femme et c'est une véritable aide. Ça aide à tenir le coup et je pense même que ça aide le conjoint qui est resté en France à mieux vivre la séparation et les dangers qu'on peut prendre éventuellement parce que prend part en quelque sorte à l'OPEX. Oui, très clairement une opération de guerre, ça nous change. Ma première mission vraiment difficile, c'était l'Afghanistan. Enfin difficile, disons très concrète, quoi, des opérations de combat. C'était l'Afghanistan et c'est vrai que je suis revenu changer. Ça nous grandit. Ça nous grandit parce qu'on est face à des situations vraiment compliquées, des situations où la mort est toujours là en fait. Que ce soit celle qu'on donne, celle qu'on voit, celle qu'on risque. Tout ça fait grandir. Ouais, il y a deux façons de vivre très différentes. Et des fois on a du mal à revenir à la normale. Parce qu'en opération on est tellement concentré sur la mission, hyper vigilant sans arrêt. Et donc le retour à une vie douce et tranquille, sans danger, c'est parfois brutal. Et puis il y a tout ce qu'on peut vivre qui est tellement intense humainement qu'on a du mal à s'en défaire. Je me rappelle au retour de Libye, j'arrêtais pas de recontacter mes équipages, de revoir les vidéos, de revoir plein de choses. Et je crois que c'est au bout de 2 ou 3 semaines, ma femme m'avait dit « Bon, maintenant tu rentres ». Parce que j'étais toujours là-bas, en fait, dans mon esprit. Et donc, voilà, c'est nécessaire d'avoir un petit temps de réadaptation. Alors, on peut être pris en charge psychologiquement après l'opération, pendant l'opération. Moi, j'avais vu une psy à Kaboul, à la fin de ma mission en Afghanistan. Pendant le sas de décompression à Chypre, il y avait des séances collectives pour les soldats. Et puis, ceux qui voulaient pouvaient avoir une séance individuelle. Faut pas imaginer que parce qu'on voit un psy, ça veut dire qu'on est malade, qu'on a un traumatisme ou quoi que ce soit. On parle beaucoup des traumatismes des soldats. C'est bien d'en parler parce que ça existe. Maintenant, la majorité des soldats traversent leurs épreuves, leurs opérations très bien et tous les soldats ne sont pas traumatisés, loin de là. C'est les chefs de chaque soldat qui sentent s'il y a des signes de problèmes chez certains de leurs soldats. Et dans ce cas, l'institution met tout en œuvre pour aider ces personnes qui pourraient avoir des problèmes. Ce qui m'a motivé, c'était l'idée de servir. Mon grand-père était marin, mon père aviateur, donc il était parfaitement logique que je serve dans l'armée de terre, et en l'occurrence que je serve dans les parachutistes de l'infanterie de marine. Je veux juste vous reprendre en photo devant parce qu'on se rend compte de la taille en fait. Ah oui, parce que je suis petit.
Concernant la comparaison entre les simulations militaires et les jeux vidéo, évidemment la base est la même, mais il faut bien comprendre avant tout que la finalité est différente. Un jeu vidéo est destiné à amuser les joueurs. Une simulation professionnelle est destinée à la formation ou à l'entraînement, c'est-à-dire qu'on est là pour apprendre, on est là pour répéter des procédures, on est là pour se mettre dans des situations qu'on ne peut pas reproduire dans la vie réelle, et donc on est vraiment là sur une finalité pédagogique. J'ai déjà remarqué des similitudes qui peuvent être assez poussées, que ce soit dans un jeu vidéo ou sur une simulation comme VBS 3, on s'aperçoit très vite que, isolé au combat, on est mort. Ça, c'est une des premières choses qu'on apprend en formation initiale quand on est tout petit. C'est que au combat, on n'est jamais seul. On a toujours ce que les Français appellent le binôme, les Anglo-Saxons appellent ça le buddy system, le système du pote, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne suis pas tout seul, je dois veiller sur mon copain et mon copain veille sur moi. Et ça assure la sécurité minimum. Et dans les jeux vidéo comme dans les simulations, ça on s'en aperçoit très vite. Il y a une deuxième chose qui est assez bien reproduite à la fois dans les jeux vidéo et dans les simulations, c'est la puissance des armes d'appui. Le meilleur des guerriers, Schwarzenegger ou Stallone, même lui, il ne peut pas discuter avec une bombe de 250 kg ou avec un obus de 155 mm. Lui, il gagne forcément. C'est un autre enseignement qu'on peut tirer de l'utilisation des simulateurs ou des jeux vidéo, c'est que celui qui maîtrise la coordination et qui est donc capable très rapidement et très précisément d'appeler l'appui. Allô, allô, je voudrais un tir d'appui à tel endroit, à tel moment, lui, il va gagner très vite. Le simulateur que nous utilisons ici, VBS 3, donc produit par la société Bohemia Interactive Simulation, est directement dérivé du jeu vidéo Arma 3, produit par la société Bohemia Interactive Studio. Ce sont donc les deux sociétés sœurs qui produisent d'une part un jeu vidéo et d'autre part un simulateur très largement employé par les militaires dans le monde entier. Pour revenir sur l'immersivité et le réalisme, du côté du jeu vidéo, c'est une nécessité pour que le joueur se prenne au jeu. C'est d'autant plus amusant qu'on a vraiment l'impression que c'est la vraie vie. Du côté de la simulation professionnelle, le réalisme est également important parce que l'entraîné, on ne dit pas le joueur, on dit l'entraîné, il doit retrouver la même chose qu'au combat, il doit retrouver ses marques, il doit retrouver ses impressions, donc là aussi il faut du réalisme. Le jeu vidéo, il est là pour amuser celui qui y joue, et donc tout est fait pour qu'il y prenne du plaisir, tout est fait pour que ça se passe bien. La comparaison avec la vraie vie, elle est très rapide. Dans la vraie vie, il fait froid, on a mal aux pieds, on a un énorme sac sur le dos, on a mal partout, on a faim, on n'a pas dormi, et on a les copains qui se font tuer à côté. La comparaison, elle est assez rapide. La vraie guerre, c'est pas drôle. Ça n'est drôle que dans le jeu vidéo. Oh non! Alors je ne connais pas stricto sensu l'airsoft, je ne suis pas pratiquant, mais je vois bien ce dont il s'agit et je pense comprendre les problématiques que ça soulève entre les joueurs qui trouvent que c'est une activité qui leur donne l'occasion de se dépasser, d'expérimenter des choses qu'ils ne feraient pas ailleurs, et puis les gens qui, vus de l'extérieur, trouvent que l'airsoft, on fait comme la guerre, on imite la guerre, donc c'est mal. Je pense que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'on prend du plaisir à lire un roman policier où il y a un tueur en série qui assassine tout le monde qu'on est forcément soi-même un tueur sanguinaire. L'airsoft, ça n'est pas la vraie vie, c'est une activité de loisir. Ce que je voudrais également préciser, c'est que dans l'airsoft, on retrouve un peu les problématiques de la simulation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont comme dans un vrai combat, mais il y a un certain nombre de choses qui sont pas comme dans un vrai combat. En particulier, pour l'airsoft, je pense que la principale différence, elle est dans l'armement. Parce que en airsoft, comme d'ailleurs en laser, si on est derrière un masque léger, on n'est pas touché. Des vraies balles, ça pénètre et ça fait des trous dans les murs. Un vrai fusil d'assaut, ça bouge beaucoup, ça fait du bruit, ça chauffe. Les armes, entre guillemets,
de l'airsoft, elles ont forcément beaucoup moins de recul, elles n'ont pas le même comportement qu'une arme réelle. Donc on atteint les limites, mais là encore c'est normal. Il y a d'un côté une activité de loisir et de l'autre, il faut s'entraîner au vrai combat. À 6h20 je partais. Sur tous les théâtres d'opération où on va, les gens parlent anglais ou français. D'accord ? Maintenant, ce qui est bien, c'est que justement, on va apprendre quelques mots, quelques phrases, quelques dialectes du pays en question. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc il y a toujours moyen de se faire comprendre. Quand on part sur un théâtre d'opération, il y a toujours des tensions. Sinon, on n'y serait pas déployé. Par contre, par rapport à ma propre expérience, j'ai trouvé qu'on était plutôt bien accueillis. Les gens ça se voit qu'ils sont soulagés de nous voir arriver, ils nous applaudissent, ils nous apportent de la nourriture locale pour montrer vraiment qu'ils sont heureux de nous voir sur le théâtre d'opération. Alors c'est sûr qu'il y a des liens qui se font. Par contre, il n'y a pas de continuité. On se fait un ami, enfin pas un ami, c'est plutôt on s'attache à quelqu'un pendant 3-4 mois et puis après c'est terminé, ça s'arrête là. Justement, je me suis attachée à un petit garçon en Afrique et au moment de mon départ, il a fait plusieurs kilomètres à pied pour m'offrir un pot de fleurs avec des fleurs, mais entièrement fait de matériaux de récupération. C'est que fait avec des déchets. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me restera toujours en tête et que c'était vraiment mignon, quoi. Alors ce qui me plaît, c'est les départs en mission, en opération. Et c'est assez paradoxal parce qu'une fois qu'on est parti, la famille nous manque. Donc ça, c'est le côté un peu compliqué du métier. Sinon, c'est vraiment tout ce qui est fraternité. L'armée est une très grande famille. On se fait des amis à partir de notre première formation, notre formation initiale. Ces amis-là font leur carrière en même temps que nous. Et au final, ils deviennent nos témoins de mariage, ils deviennent les parrains de nos enfants. Donc c'est vraiment une très grande famille. Alors l'armée fournit beaucoup de matériel. Mais tout ce qu'on va acheter, ça va être vraiment pour le confort personnel. Donc je pense au kawaii qu'on va mettre sous le treillis et aussi aux douches solaires qu'on trouve chez Decathlon. Alors soucieux, oui, c'est une famille, ils savent qu'il peut y avoir des risques, donc ils sont soucieux pour nous. Par contre, ils sont très heureux parce qu'ils savent que c'est notre vocation, que c'est ce qu'on voulait faire, et donc ils sont heureux pour nous de nous voir épanouis dans notre travail. Savoir si c'est praticable, savoir si on peut faire une zone de devoir. Alors chez les militaires, il y a plusieurs entraînements. Il y a des entraînements tactiques au combat qui se font généralement dans des centres spécialisés. Il y a aussi de la préparation au tir. Et on fait aussi toute une préparation physique à l'engagement opérationnel à travers du sport classique comme la course à pied ou un peu plus spécifique comme le parcours d'obstacles par exemple. Oui, bien sûr, toutes les croyances sont acceptées dans la mesure où elles se font dans le respect d'autrui et où elles n'entravent pas le service. Pour preuve, au sein des armées, on a des aumôniers. Toutes les religions monothéistes sont représentées et voilà, ce sont des référents religieux pour l'ensemble des soldats. Généralement, une opération extérieure dure 4 mois. Alors il faut que le soldat réponde déjà aux besoins sur le théâtre en fonction de sa spécialité. Ensuite, tout soldat a vocation à partir en OPEX, donc le prioritaire sera celui qui n'est jamais parti ou qui est moins parti que l'autre, si tant est qu'il puisse partir et qu'il ne soit pas pris par des examens de cursus dans le cadre de son déroulement de carrière. Avant départ, les soldats ont des informations qui leur sont dispensées sur le théâtre d'opération dans lequel ils vont évoluer, le contexte géopolitique, ce qui leur permet de connaître le contexte du pays dans lequel ils vont servir, et également la mission pour laquelle ils sont désignés pour aller là-bas. Il y a également des informations qui sont dédiées aux familles, afin que les familles puissent savoir dans quel environnement va évoluer le militaire. Il y a un service spécifique au sein des armées qui s'appelle le service des essences et qui a pour mission d'assurer entre autres le ravitaillement en carburant sur les théâtres d'opération et qui dispose de tous les moyens nécessaires pour assurer sa mission. Oui, tout à fait, à l'armée, on est tous logés à la même enseigne, que ce soit homme ou femme, on fait les mêmes entraînements, on porte la même chose, il n'y a pas de distinction. Oui, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit quelqu'un de très mince ou un peu plus épais, mais tant qu'on réussit les tests de sélection, que ce soit sportifs ou médicaux, la porte est ouverte à tout le monde. On la gère un peu comme on peut. Moi, je suis mère de famille et quand on est à l'étranger, c'est pas toujours facile. Mais l'armée aussi met les moyens pour pouvoir communiquer avec nos familles, avec Internet, Wi-Fi et tout ça. Donc on fait au mieux.
Alors tout dépend du matériel, mais par exemple le gilet pare-balles c'est environ entre 10 à 15 kg en moyenne selon les modèles. Le casque 1,2 kg et le FAMAS environ 4 kg chargé. Et quand on part à l'étranger, on a aussi nos sacs. Donc on a généralement 2 sacs de 20 kg et plus une musette de 8 kg. Moi, ce que j'ai vécu en tout cas, c'est qu'il y a une faible cohabitation puisque les missions sont vraiment très différentes. Donc en général, les unités air et terre ne sont pas stationnées au même endroit. Donc, ce qui fait que finalement, il y a peu de relations et le peu de relations qui existent sont bonnes. En effet, il y a des briefings pour gérer tout ce qui est la partie aérienne, donc 3D. Donc il y a des briefings, mais la cohabitation est finalement assez réduite. Alors la motivation, elle est assez simple à trouver parce que la différence avec le moment où on est sur le territoire français, en métropole, on est ensemble, militaire 24 heures sur 24. Donc du temps, on en a. Et c'est presque plus facile de s'entretenir physiquement en opération extérieure, même si les conditions et le matériel pour s'entraîner est bien évidemment réduit. Mais le temps, on en a. Et puis la motivation, elle se fait vraiment entre militaires. Donc chacun se motive l'un et l'autre pour qu'on conserve notre niveau physique et afin de remplir notre mission dans de bonnes conditions. Alors bien évidemment, tout va dépendre de la mission et du théâtre dans lequel on est engagé. Ce qui peut être similaire à toutes les opérations, c'est faut bien dissocier le moment où on est en mission et le moment où on va être en phase de récupération ou en phase de préparation de la mission suivante. Donc si on est en phase de récupération ou de préparation, il y a une phase de reconditionnement du matériel, puisque dans nos théâtres d'engagement, le matériel est mis à rude épreuve, notamment en Afrique. Donc il y a une grosse phase de remise en condition de ce matériel pour qu'il puisse durer dans le temps sur la totalité de notre mission. Et puis après, une phase d'entretien physique de l'homme, en plus du matériel, et puis une phase de préparation de la nouvelle mission. Donc là, on va se replonger dans les nouvelles conditions de la future opération, afin d'être prêt quelques jours plus tard quand il faudra repartir sur le terrain. Alors en opération, effectivement, quand on s'engage pour 4 ou 6 mois, on part avec des partenaires de combat qui vont rester les mêmes pendant cette période. En revanche, c'est pas forcément les mêmes que ceux à qui on a affaire quand on est sur le théâtre, puisque on travaille de manière organique en métropole, et puis les gens avec lesquels on part seront pas forcément les mêmes. On va avoir des gens qui vont être attachés, qui vont venir en appui de notre travail. Donc effectivement, ce seront pas forcément les mêmes qu'en métropole, mais sur la durée de l'engagement, ce sera les mêmes en général. En fait, il n'y a pas de situation claire à ce niveau-là. C'est un petit peu un mélange de tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on est franchement très bien accueillis par la population, parce qu'ils sont heureux de nous voir, ils savent qu'on vient pour les aider. Donc on vient dans ces pays à leur profit, pour stabiliser leur pays ou pour venir en aide à leur pays. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Maintenant, il y a quand même une partie de la population qui reste méfiante à l'égard de notre intervention. Donc voilà, il n'y a pas de vérité, tout va dépendre des conditions d'engagement de la France et bien sûr du pays dans lequel on va intervenir. Je pense que l'armée a souffert d'une partie de méconnaissance et que depuis les opérations du type Vigipirate ou Sentinelle, la population française a une vision un petit peu plus claire du travail des militaires puisqu'ils sont un peu plus exposés au grand jour. Et pour ce que j'ai pu voir, ça a quand même favorisé et amélioré le regard de la population française vis-à-vis de son armée. Alors on est au cœur d'un paradoxe là. Aucun militaire n'est suicidaire, aucun militaire n'est assassin. Donc on ne s'engage pas pour mourir ou pour tuer. Le plus pacifiste, c'est le vieux dicton, le vieux proverbe latin, civis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, le militaire est peut-être celui qui est le plus attaché à la paix. Mais il se donne les moyens d'assurer la paix, ce qui peut-être fait toute la différence. Il faut savoir qu'une des missions de l'armée de terre, c'est vraiment c'est le maintien de la paix. Donc on ne part pas dans un théâtre d'opération en souhaitant se battre. Si vraiment on doit utiliser l'arme, ça sera pour une riposte, pour se défendre, pour défendre les personnes et les biens qui sont sous notre responsabilité. Les hommes sont querelleurs, ils sont jaloux, donc il faut faire quelque chose, il faut avoir une action positive et raisonnée pour maintenir la paix. Alors, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à
livrer bataille. Si nous sommes attaqués, il faut qu'on se défende. Ça peut avoir une action limitée pour ramener l'équilibre dans certaines régions du monde. Oui, il faut se battre pour la paix, parce que la paix ne va pas de soi dans le monde tel qu'il est. Je pense que pour moi c'est vrai, puisque la France se doit d'intervenir au profit des pays qui sont déstabilisés, puisque la menace à laquelle ils sont confrontés peut être celle à laquelle on va être confronté dans le futur. Bien sûr qu'il faut se battre pour la paix. Vous savez, il faut savoir opposer la violence et la force. La force, c'est la violence maîtrisée, c'est ce que font les forces armées. En fait, il faut faire taire la violence pour ramener la paix. Et c'est bien le rôle de la force, des forces armées. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure citation que celle d'Élie de Saint-Marc, qui disait qu'il faut parfois savoir utiliser les fusils pour faire taire les fusils. Voilà, c'est ça le rôle du militaire, c'est de faire taire les fusils. Bon les aventuriers, je crains que l'épisode touche à présent à sa fin, mais je pense qu'on pourrait aller voir plus loin en faisant un épisode du même style, mais qui serait intitulé Dans la peau d'un diplomate, qui nous permettrait en fait de compléter ce qui a été dit dans cet épisode, mais avec un angle très différent qui permettrait de voir comment est-ce qu'on construit la paix, comment est-ce qu'on tisse des relations diplomatiques avec d'autres pays, et comment est-ce que surtout on réinstaure un climat de paix dans un pays qui a connu des tensions ou des conflits. Donc faites-moi savoir dans les commentaires si le sujet vous intéresse. Si vous voulez bien m'aider et que vous avez des personnes, des institutions que vous connaissez et qui pourraient nous aider à réaliser l'épisode, surtout n'hésitez pas à m'envoyer tout ça par email. Je tiens aussi à remercier Fred Marie, puisque j'ai utilisé quelques-uns de ses clichés pour l'épisode, notamment pour la pochette, pour la miniature de l'épisode. Si ça vous intéresse, je vous mets ces infos en description. En description, vous retrouverez aussi toutes les sources que j'ai utilisées pour réaliser l'introduction. Et si vous avez aimé les photos que j'ai prises dans l'épisode, surtout, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Là encore, il y a toutes les infos en description. Ah oui, et une dernière chose, je vais tenter de monétiser l'épisode sur YouTube, mais globalement, avec le titre que j'ai choisi et avec le sujet qui est abordé, je suis sûr à 99% que la vidéo va être démonétisée dans la journée qui suit la mise en ligne. Donc si vous aimez le travail que j'ai réalisé, si vous aimez ce genre d'épisode et que vous voulez en voir plus, surtout n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, d'autant que pour chaque montant que vous donnez, vous recevez une contrepartie en échange. Donc en plus de ça, j'ai mis des informations sur qui je suis et comment j'en suis arrivé à faire des vidéos sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé l'épisode. Si vous avez aimé, on s'abonne, on like et on partage. Et moi je vous dis à très vite les aventuriers. Les faire... Allez, zut. On va y couper ou pas au bon Reprendre des... à chaque fois quand même.